Gottfried Wilhelm Leibniz est né le 1er juillet 1646 à Leipzig en Allemagne. Entre 1661 et 1667, il étudie aux universités de Leipzig, Jena et Altford. Là-bas, il y apprend la philosophie, les mathématiques et le droit. Il rentre ensuite au service du baron von Boinburg à Francfort. En 1670, Leibniz devient conseiller à la Cour suprême de l'électorat de Mayence. Il obtient donc un rôle politique. En 1672, il se rend à Paris lors d'un voyage diplomatique. Son but était alors de convaincre Louis XIV de ne pas envahir l'Allemagne. Malheureusement, son plan échouera avec l'éclatement de la guerre en Hollande en 1672. Durant cette même période, il commence à enrichir sa découverte mathématique. On peut donc voir que Leibniz est un homme brillant, doué dans plusieurs domaines puisqu'il est déjà, au jeune âge de 26 ans, un philosophe, juriste, historien, diplomate et mathématicien reconnu. En tant que mathématicien, il est célèbre pour avoir mis au point les premières règles du calcul des dérivés, qui étaient jusqu'alors sujets de nombreuses indéterminations. Par exemple, il a posé les formules de dérivation d'un produit, d'un quotient, d'une puissance, et il a montré que l'intégration et la dérivation sont des opérations inverses. Il est aussi considéré, avec Newton, comme le père du calcul infinitésimal, c'est-à-dire la branche des mathématiques qui s'intéresse aux fonctions, aux dérivés, aux intégrales, aux séries et suites infinies. Ce sont cependant ces termes, de fonctions, coordonnées ou encore de différentiels, qui seront retenus et encore utilisés de nos jours, contrairement à ceux de Newton. En 1673, Leibniz conçoit une machine arithmétique inspirée de la pascaline, qui était une calculatrice mécanique inventée par Blaise Pascal. Il met aussi en place des techniques de substitution pour la résolution d'équations, ce qui correspond de nos jours à un système. Il est également le précurseur du codage en binaire, et pour finir, une formule a été inventée par Leibniz. Elle permet de calculer la dérivée d'un produit de deux fonctions. Durant cette période, Newton et Leibniz se querellent car ils font les mêmes découvertes durant le même temps, et ils se reprochent donc de voler leurs différentes idées. À la mort de son employeur, le baron von Boinburg, Leibniz rentre au service du duc de Brunswick en tant que bibliothécaire à Hanovre en 1676. Donc il occupera ce poste pendant 40 ans jusqu'à sa mort, et il en profitera pour travailler sur des ouvrages philosophiques. Quelques années plus tard, il fonde à Leipzig le journal Acta Eruditorum, c'est-à-dire les actes des érudits, dans lequel il publie régulièrement des articles sur ses découvertes mathématiques. Il signe en 1686 son premier ouvrage philosophique abouti, selon ses pairs, intitulé Discours de métaphysique. Leibniz voyage ensuite, une nouvelle fois à Paris, où il intègre l'Académie des sciences de Paris et il fonde l'année suivante, en 1700, l'équivalent allemand, la future Académie de Berlin. Finalement, Leibniz finit sa vie à Hanovre, partagée entre ses différentes carrières. Sa fin de vie est peu réjouissante, marquée par la mort de ses proches et la solitude. Il meurt le 14 novembre 1716 d'un accès de goutte, ses idées ayant révolutionné les scientifiques européens. C'est quoi l'infini? L'infini est un terme qui vient du latin infinitas, qui veut dire sans frontières. Il signifie donc quelque chose qui n'a pas de limite en nombre ou en taille. Comme exemple de choses infinies, on a le temps, les nombres et l'univers, même si les scientifiques sont très partagés sur le sujet. Mais comment représenter l'infini? C'est le mathématicien anglais John Wallis qui est à l'origine du symbole de l'infini au XVIIe siècle. Le symbole ressemble à un 8 à l'envers, mais il représente en fait un mouvement perpétuel qui ne s'arrête jamais. Prenons l'exemple des entiers naturels notés n. Plus on avance sur le chemin vers l'infini, plus le nombre est grand, et nous sommes donc obligés d'utiliser les puissances de 10 pour les écrire. Par exemple, à 10 puissance 80, on atteint le nombre d'atomes qui composent notre univers. Le nombre est trop grand, donc on utilise les puissances de 10. Les mathématiciens sont tous d'accord sur l'existence de l'infini, mais ils ne décident pas d'aller chercher plus loin, et c'est le mathématicien allemand au XIXe siècle, Georg Cantor, qui est l'inventeur de la théorie de l'ensemble n. L'ensemble n est l'ensemble des nombres entiers naturels, comme 1, 2, 3, etc. C'est donc un nombre infini. Pour définir les limites de n, on note n égale infini. C'est le nombre d'éléments d'un ensemble, on l'appelle le cardinal. Georg Cantor a montré que les ensembles de nombres qui ont le même cardinal peuvent être reliés par la bijection.
Il existe une bijection entre deux ensembles si nous pouvons relier 2 à 2 chacun de leurs éléments sans en oublier. Par exemple, les nombres pairs et impairs. Il y a autant de nombres pairs que impairs car ils ont le même cardinal, donc entre l'ensemble des antinaturels n et l'ensemble des pairs p, il y a une bijection. Ici, pour relier chaque terme avec l'autre, on ajoute 1 à chaque fois. 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, etc. Le mathématicien David Hilbert a expliqué grâce à un exemple d'un hôtel avec une infinité de chambres que si une infinité de personnes venaient à l'hôtel, il y aurait toujours suffisamment de chambres. Il a donc prouvé que l'infini plus l'infini égale l'infini. On ne pourrait donc pas s'imaginer plus grand que l'infini. Mais Georg Cantor a contredit cette théorie car il ne faut pas oublier les nombres réels qui sont présents entre les entiers naturels. Ainsi, Cantor a établi la théorie de l'ensemble des réels R. Cantor a montré qu'il existait plusieurs infinis différents. Par exemple, entre les ensembles grand R et grand N, il n'y avait pas de bijection. En effet, dans le segment 0,1, il y a une infinité de termes. Cantor a donc conclu que l'infinité de termes dans R était supérieure à l'infinité de termes dans N, et que donc il existait une infinité d'ensembles de nombres notés Aleph, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, etc. Pour conclure, l'infini n'est pas un nombre, mais un concept ou un phénomène. Il existe une infinité d'ensembles qui contiennent eux-mêmes une infinité de termes. Depuis des siècles, les mathématiciens connaissent l'existence de l'infini, mais ils n'y prêtent pas vraiment attention. Alors que Georg Cantor a établi la théorie des ensembles et a permis d'aller plus loin sur le sujet. Nous allons vous présenter l'histoire de l'algèbre de l'Antiquité à aujourd'hui. Premièrement, nous vous expliquerons ce qu'est l'algèbre. Ensuite, nous vous dirons comment l'algèbre est apparue. Puis, nous vous donnerons quelques noms de mathématiciens. Et enfin, nous vous présenterons les utilisations de l'algèbre. Algèbre, qui provient du mot arabe aliyar, qui signifie réduction d'une fraction ou réunion des morceaux, c'est en fait une branche des mathématiques qui permet d'exprimer les propriétés des opérations et le traitement des équations, ainsi que d'aboutir à l'étude des structures algébriques. C'est en fait remplacer des chiffres inconnus par des lettres. L'algèbre apparaît à l'Antiquité. Les scribes disposaient de procédures pour trouver une quantité inconnue. L'innovation majeure fut l'introduction du concept d'équation. Il s'agissait d'une égalité entre deux expressions mathématiques comportant dans leurs termes des nombres connus et une quantité inconnue. Jusqu'au XVIIe siècle, l'algèbre peut être globalement caractérisée comme la suite ou le début des équations et comme une extension de l'arithmétique. Elle consiste principalement en l'étude de la résolution des équations algébriques. À peu de choses près, nous avons conservé les notions littérales de Descartes qui constituent un véritable symbolisme algébrique. Le terme algèbre devient alors synonyme de calcul littéral. Le XIXe siècle s'intéresse désormais à la calculabilité des racines et en particulier à la possibilité de les exprimer par des formules générales à base de radicaux. Au début du XXe siècle, sous l'impulsion de l'allemand Hilbert et du français Poincaré, les mathématiciens s'interrogent sur les fondements des mathématiques. L'école française Nicolas Bourbaki entreprend de réécrire l'ensemble des connaissances mathématiques. Ce travail gigantesque commence par la théorie des ensembles et l'algèbre dans le milieu du siècle et confirme l'algèbre comme langage universel des mathématiques. Je vais maintenant vous présenter des mathématiciens connus pour leurs travaux sur l'algèbre. Aryabhata est l'un des premiers grands mathématiciens indiens. Il écrivait au 5e siècle des problèmes qui correspondent à des équations linéaires ou à des systèmes d'équations du premier degré. Au 8e siècle, l'astronome Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi expose dans son ouvrage le système décimal et les règles du calcul indien. L'importation des chiffres arabes est associée à Léonard de Pise, un mathématicien italien connu notamment pour la suite de Fibonacci, mais également à Gerbert d'Aurillac, le savant Gerbert, qui les avait étudiés à Cordoue. Le mathématicien Boole crée l'algèbre de Boole. Et le théorème de Cayley-Hamilton améliore l'algèbre linéaire, qui ne pouvait résoudre uniquement que des systèmes d'équations linéaires à 2 ou 3 inconnus. Mais ça sert à quoi l'algèbre ? Ça sert par exemple en mathématiques à faciliter nos calculs ou à nous aider à la résolution d'équations et d'inéquations ou encore à la transformation d'une équation par ajout de termes. Par exemple, ax moins b est égal c peut se transformer en ax est égal c plus b
Comme ça, tous nos termes sont positifs. Cela peut aussi nous servir dans la vie de tous les jours pour calculer des inconnus, ou en médecine pour calculer le bon dosage qui est approprié ou la bonne quantité de médicaments à prescrire.